canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Pour la deuxième fois, nous recevons aujourd'hui Jean-Baptiste Thoré qui vient en tant que cinéaste cette fois-ci, parce que la dernière fois c'était pour son livre autour de Michael Mann. Donc il revient en tant que cinéaste pour un film qui s'appelle Michael Cimino, Un mirage américain. En tout cas, je suis très content que Jean-Baptiste ait accepté et soit là pour parler de ce film. Comment allez-vous ? Bah écoutez, ça va très bien. Merci à vous, Samir. Moi, je suis heureux de revenir parce que je garde un très bon souvenir de notre conversation autour de Michael Mann. Donc là, voilà, autre Michael, autre mirage. Autre mirage. Exactement. On en avait un petit peu parlé dans la première émission de Michael Cimino. Je crois qu'on avait fait une petite digression là-dessus. Et la première question est extrêmement basique. Ça, c'est pas forcément sur Michael Cimino, mais c'est aussi sur Michael Mann, sur plein de choses qui sont liées au cinéma américain. Et je voulais vous poser cette question qui est peut-être très naïve, mais pendant que je revoyais surtout le film, parce que je l'ai vu 2 fois, je me posais cette question, cette Amérique, cette histoire de l'Amérique, ce cinéma américain. J'ai l'impression que c'est vraiment en vous. Ça coule dans vos veines, il y a quelque chose d'assez passionnant. Qu'est-ce qui fait que Jean-Baptiste Thoré soit aussi proche aussi obsessionnel, aussi. Je dirais pas obsessionnel, vraiment, parce que c'est la cinéphilie, c'est aussi une obsession, mais vraiment quelque chose de très très proche de ce pays. Je vais essayer de faire un peu court et concis, Samir, parce que cette question, elle est, on pourrait écrire un livre pour répondre à votre question. Peut-être que je le ferai un jour d'ailleurs. Et non, mais vous savez, moi, l'Amérique, d'abord, je suis comme énormément je pense, de jeunes cinéphiles ou de gens qui ont aimé le cinéma en étant enfant et puis ado, etc. Moi, j'ai découvert l'Amérique après le cinéma américain. C'est-à-dire que je dirais même que c'est le cinéma américain qui m'a donné l'Amérique. Et la première fois que j'ai mis le pied aux États-Unis, je rentrais autant dans un pays qui existait réellement, en chair, en os, en montagne, etc., que dans un décor de cinéma, dans un pays dont j'avais déjà en fait forgé d'une certaine manière une image. Donc, le cinéma américain m'a conduit à l'Amérique et surtout, je dirais que c'est compliqué cette histoire parce qu'il me semble, si vous voulez, que et ça je l'ai compris au fil en fait des années et du temps passé là-bas, parce que j'ai quand même passé pas mal de temps dans ce pays, et qu'il y a une part évidemment on pourrait dire de l'éblouissement ou du mirage qui s'étiole de fait au fil des voyages, quand on est allé à peu près dans tous les États du pays et plusieurs fois, l'espèce de fantasme qu'on a à cause ou grâce au cinéma américain s'étiole un peu, et pour autant il y a une part irréductible de ce on peut appeler une fascination. Mais la fascination, c'est pas quelque chose qui est de l'ordre du positif ou du négatif, c'est de l'ordre de l'énigme. C'est-à-dire que quand vous êtes fasciné par quelque chose, il y a quelque chose dont vous avez envie, que vous avez envie de comprendre, il y a quelque chose que vous avez envie de déplier. Vous voyez ce que je veux dire? Une fois que vous avez répondu à une question, la question ne vous intéresse plus. Hein, c'est de la même manière quand vous avez étudié un cinéaste et qu'à la fin vous vous dites j'ai compris le cinéaste de A à Z, c'est pas très bon signe. Je trouve, et pour soi et pour le cinéaste que vous venez d'étudier. Les grands cinéastes gardent tous une part de mystère, même lorsqu'on a vu leurs films des dizaines de fois. Donc, moi, ce qui a été très important dans ce rapport avec l'Amérique, c'est que le cinéma américain m'a conduit vers les États-Unis, mais m'a ouvert comme un entonnoir, si vous voulez, presque inversé, c'est-à-dire que le cinéma est une petite porte d'entrée vers l'Amérique, qui est un sujet et un territoire beaucoup plus vaste que le cinéma en réalité. Et pour moi, la puissance du cinéma, c'est quand il conduit vers autre chose. Hein, vous voyez, vous connaissez cette phrase, c'est Truffaut qui disait, bah voilà, les films, et Danet le reprendra par la suite d'ailleurs, les films nous ont constitués. Hein,
on choisit, on croit qu'on choisit des films, comme on croit qu'on choisit des auteurs ou autres, mais en fait, c'est eux qui vous choisissent et vous le comprenez bien plus tard. Donc, moi, ce rapport entre le cinéma américain et l'Amérique m'a toujours absolument fasciné. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que c'est qu'un film américain qui ne parle pas d'Amérique en même temps, et je ne sais pas ce que c'est qu'un rapport à l'Amérique qui n'incorpore pas la question du cinéma. Hein, alors, c'est lié au pays, à cette idée que c'est un pays dont l'histoire s'est fabriquée en même temps que sa mythologie, hein, tout simplement. Et ces deux-là sont indissociables. Vous voyez, il n'y a pas d'un côté l'Amérique et de l'autre le cinéma américain. L'un conduit de fait à l'autre et dans les deux sens, quoi. Et ça, je pense que je l'ai compris sans doute à partir de Ford. Le jour où j'ai commencé vraiment à rentrer dans l'œuvre de Ford en me disant mais Ford me conduit à l'Amérique et les problèmes américains, y compris contemporains, me reconduisent toujours à John Ford. Donc voilà, c'est une réponse, il y en aurait tellement d'autres. Mais je pense que ce rapport, cette espèce d'indistinction entre l'Amérique et le cinéma américain est quelque chose qui m'a toujours fasciné. C'est-à-dire que pour moi, un film américain vous conduit à l'Amérique. Hein, c'est absolument capital. Hein. De la même manière, vous me direz qu'un film italien, je sais pas, vous regardez Le Guépard de Visconti, ben, ça vous conduit vers l'unité italienne, vers le Risorgimento, et qu'il y a un moment, on est obligé d'oublier Visconti avant d'y revenir. Mais c'est la puissance du cinéma, c'est ça, me semble-t-il. Et c'est incroyable que vous évoquiez Ford. J'ai commencé non pas à comprendre Ford, mais à comprendre pourquoi j'avais un lien très fort avec lui quand j'ai accepté sa complexité. Mais en fait, le problème de Ford, d'abord, c'est que c'est quand même quelqu'un qui couvre, enfin, c'est une évidence, mais c'est quand même toujours bien de le rappeler, quoi, qui couvre 50 ans de l'histoire du cinéma américain, très bien, mais il couvre aussi 50 ans de l'histoire de l'Amérique et 50 ans de la fabrication de l'histoire de l'Amérique. Et c'est presque ça le plus intéressant. C'est-à-dire que le Ford de 39 qui réalise La Chevauchée Fantastique est aussi, il faut le dire, le Ford qui réalise Les Raisins de la Colère. Donc on se dit, est-ce que c'est le même homme qui fait La Chevauchée Fantastique, film du point de vue cinématographique absolument magistral, inventif, etc., etc. Mais du point de vue idéologique, quand on le regarde rétrospectivement, on se dit c'est quand même un tout petit peu court sur la représentation des Indiens, par exemple. Bon, mais la même année, cet homme-là tourne Les Raisins de la Colère, qui est presque le contre-champ total de La Chevauchée Fantastique. C'est une sorte de film marxiste, Tom Joad, je serai l'âme du peuple, un film qui prend complètement le parti à la fois des syndiqués, des petites gens, de tous ces hobos qui sont jetés sur les routes. Mais vous savez, c'est un peu comme quand King Vidor peut tourner à la fois Notre pain quotidien et Le Rebelle. Exactement. On a le sentiment d'un cinéaste qui est pris au croisement de deux... Ou Alléluia. Ou Alléluia quand il fait Alléluia aussi. Bien sûr. Donc il y a le King Vidor évidemment du rebelle, le libertarien qui a lu Ayn Rand, qui adore Ayn Rand, qui a lu La Grève, qui a lu évidemment Fontainehead, etc. Le libertarien qu'on qualifierait en France avec tous les guillemets qui s'imposent cinéaste de droite. Hein. Et puis il y a le King Vidor qu'on qualifierait avec tous les guillemets qui s'imposent cinéaste d'extrême gauche. C'est-à-dire que quand il tourne effectivement aussi bien Alléluia que Notre pain quotidien. Donc c'est qui le vrai King Vidor là-dedans? Hein, quand Ford tourne La Chevauchée Fantastique en 39 et Raisins de la Colère, et qui va tourner des années plus tard, en 64, les Cheyenne Autumn, on se dit, mais quel est le Ford? Et moi, ce que je trouve évidemment passionnant, vous disiez la complexité des cinéastes, bah, pour moi, un cinéaste intéressant est de fait complexe, contradictoire, paradoxal et anachronique. Voilà. Un cinéaste qui ne pense qu'une seule chose, toujours la même, identifiable, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est un cinéaste, comme un artiste en général, il se bat avec ses propres contradictions. Parce que ces contradictions sont celles d'un peuple, d'un pays, d'un humain comme vous et moi. Et Ford, quand je disais qu'il couvrait 50 ans de l'histoire du cinéma américain et de l'Amérique, c'est qu'il lui-même a évolué. Je veux dire, c'est ça qui est passionnant. Et quand on voit ces films, c'est le théâtre de cette évolution. À la fois, il y a des invariants, des choses auxquelles il a toujours cru, et qu'il a continué de défendre, une idée de l'Amérique, et en l'occurrence une idée de la communauté, et la question obsédante chez Ford, qui est celle du peuple américain, qui pour moi est la question obsédante du cinéma américain, et donc qui va devenir la question obsédante de Michael Cimino. Il n'y a qu'un seul sujet, si je devais radicaliser, vous voyez, si vous me disiez, vous avez 20 secondes pour me dire c'est quoi le cinéma américain, je vous dirais le cinéma américain, c'est quoi le peuple américain. Les grands films américains ne font que répondre à cette question-là. Voilà.
C'est la seule question qui vaille, parce que c'est la question de l'Amérique. Pays, nouveau monde, qui s'est fondé à partir de communautés dont aucune n'est américaine native, hein, qui s'est fondé sur un massacre originel. À partir de là, le peuple américain, il n'y a pas d'Américains de souche de ce point de vue-là. Voyez. Et donc, la question du peuple américain et de l'Amérique, c'est comment est-ce qu'on fait pour que tous ces gens qui viennent d'horizons différents, de cultures différentes, qui n'ont pas les mêmes codes vestimentaires, culturels, musicaux, tous ces gens-là s'agrègent pour pouvoir, comme à la fin sur la piste des Mohawks, 39 encore, une année assez incroyable pour John Ford, pouvoir regarder ensemble le colon, l'Indien Mohawk, etc., la servante noire, pour que tous ces gens-là, à un moment donné, regardent l'érection du drapeau américain, une des images les plus fortes de l'histoire du cinéma américain. Et c'est ça le cinéma de Ford. C'est à quelles conditions, comment faire pour que ce peuple, à un moment donné, que les communautés disparaissent et qu'à certains moments, le peuple existe. Mais est-ce que... Pardonnez-moi, allez-y, je vous en prie. C'est que Ford, en fait, il a cette question-là qu'il a remis sur la table de film en film, dont il disait que c'était la clé de lui, en tant qu'Irlandais, d'origine irlandaise, que c'était la clé de l'Amérique. Mais aussi bien la clé de ces périodes sombres comme de ces périodes de réussite. Hein. Les moments de crise aux États-Unis, on en a connu dans les années 60-70, on en connaît aujourd'hui, sont des moments de fracture du peuple américain, où on pourrait dire que le peuple américain est quelque chose qui ne va plus de soi. Hein. Et le rêve fordien, parce que tout cinéaste, tout artiste, tout homme a un rêve quand même, il se met en mouvement pour accomplir quelque chose. Le rêve fordien, c'est le rêve de communautés qui s'assemblent au nom d'un idéal commun. Voilà. Et je pense que Ford a compris au fur et à mesure que les Indiens, alors que dans les années 30, 40, 50, on pouvait les passer par patte et fracas, le peuple pouvait se faire, la question du peuple américain pouvait se poser sans eux, ou à partir du principe qu'ils avaient été génocidés et qu'à partir de là, on pouvait créer le peuple. À partir du massacre de Fort Apache, regardez le traitement de Cochise, hein, qui est complètement différent des Indiens de la chevauchée fantastique. Cheyenne Autumn en 64, qui est le grand moment c'est même pas le grand mea culpa, c'est pas le grand mea culpa, c'est le dernier tour de vis, on pourrait dire, des communautés chez Ford. C'est le moment où il se dit, pour que le peuple américain existe, il faut qu'on intègre une communauté, celle qu'on a mis de côté, la dernière à faire rentrer dans le cercle, c'est évidemment celle des Indiens. Et Cheyenne Autumn, le titre est magnifique, en français c'est Les Cheyennes, et vraiment on est en 64, Ford l'a compris et lui-même a évolué, et à partir d'une même question il apporte une réponse presque un peu différente et il fait rentrer les Indiens dans la grande histoire du peuple américain. Voilà. C'est plus l'autre, c'est plus le hors-champ, c'est plus l'Indien menaçant, quand même au tout début de la piste des Mohawks, hein, lorsque l'Indien surgit, on a l'impression que c'est Nosferatu, c'est le monstre, quoi. 30 ans plus tard, ce même homme va faire Cheyenne Autumn. Et c'est extraordinaire d'intelligence, et on pourrait d'humanité bien sûr, mais surtout d'intelligence, d'avoir su évoluer et de comprendre que l'Amérique ne pouvait se faire qu'à condition que toutes ces composantes soient incluses, y compris les composantes qui ont disparu. Et ce qui est incroyable, et même les morts. C'est-à-dire que John Ford est le grand cinéaste des cimetières, des tombes et des voix qu'on va écouter. C'est un de ses motifs récurrents. Hein, l'homme qui va sur la tombe de sa mère, de sa femme ou de sa fille, parce que chez Ford, on écoute les morts. Parce que les morts, c'est aussi des gens qui sont là. Hein, il n'y a pas que des vivants dans la réalité. Et puis, en plus, quand on vieillit, il y a un moment où on se met à avoir connu ou à connaître plus de morts que de vivants. Et pour Ford, le mort, c'est la mémoire. C'est capital. Et donc, c'est aussi un cinéma qui sera de plus en plus, on pourrait dire, sépulcral, qui ira de plus en plus vers les tombes, parce que les morts, c'est aussi la communauté des vivants. Ce qui est incroyable avec la connexion avec Michael Cimino, c'est que
effectivement, ce qui est très surprenant dans le cinéma de Michael Cimino, mais aussi dans le cinéma de cette période-là, c'est-à-dire les années 70 et 80, c'est que c'est l'un des rares cinéastes qui filment des communautés, différentes communautés, pas forcément les Amérindiens ou les Afro-Américains, mais d'autres communautés comme par exemple les Russes, la communauté polonaise, etc., la communauté aussi chinoise, je crois, si je me trompe pas, et dans l'année du dragon. Voilà, il y a quelque chose comme ça d'assez incroyable, et donc il y a une connexion très forte avec Michael Cimino, et Michael Cimino s'est toujours revendiqué du cinéma de John Ford. Vous aviez écrit en 2010, il y avait eu un article pour les cahiers du cinéma, puis ensuite un livre, ça a donné celui-ci d'ailleurs, le livre Michael Cimino, et 10-11 ans plus tard, en 2020, vous repartez aux États-Unis pour pour continuer, pour faire un film là-dessus. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment ou à un autre, vous vous êtes dit, le livre, c'est pas suffisant, il faut aussi faire autre chose? Alors, je me suis pas dit le livre c'est pas suffisant, parce que vous savez quand vous avez terminé un livre, d'une certaine manière, vous avez à titre personnel, hein, réglé une question. Non pas que vous avez fait le tour de la question, mais vous avez fait votre tour de la question. Et à l'époque, quand je termine le livre sur Michael Cimino, après avoir fait l'article pour les cahiers, avoir passé du temps avec lui, je dirais que mon moment en terre ciminienne, il est fini. Hein, parce que la vie, on a d'autres choses à faire, d'autres centres d'intérêt, voilà. Et c'est donc 10 ans, un peu moins de 10 ans plus tard, qu'il y a la possibilité à ce moment-là d'Arte de faire un documentaire sur Michael Cimino. Donc, voilà, pourquoi ne pas faire un documentaire sur Michael Cimino? Et je vous avouerai, contrairement à d'autres livres ou films que j'ai fait précédemment, je mets du temps à trouver la porte d'entrée. Parce que précisément je le connais trop, je le connais trop, je connais tous ces films par cœur. Il se trouve qu'en plus j'ai connu l'homme, voilà. Donc alors je suis très mauvais dès lors qu'il s'agit, et vous allez me dire c'est pas vrai parce qu'en fait vous racontez toujours la même chose, mais dès lors qu'il faut se répéter. Vous voyez, donc certains seraient peut-être très très bons à se dire Cimino est mon fonds de commerce, donc allons-y. Moi, non, c'est même tout l'inverse. C'est-à-dire que je me dis, d'abord, un film n'a rien à voir avec un livre. Hein, et que moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire un film. C'est pas de faire un livre illustré avec une approche chronologique, des archives, des extraits, une voix off un peu pédagogique qui vous explique tout ça, un petit peu d'histoire du cinéma, emballer, c'est peser, et puis on a un doc formaté télé 52 minutes. Ça ne m'intéresse pas du tout. Ça n'a aucun intérêt. Disons, et puis j'ai envie de faire des plans et pas des images. Vous voyez ? Et je me dis, mais comment est-ce que, pour parler de façon un peu familière, comment je vais à nouveau me remettre en mouvement, si vous voulez, comment retrouver la motivation pour me remettre sur sur le cas de Cimino que je pense, évidemment à tort, avoir épuisé. Hein. Et donc, un jour, je me pose la question, toute bête, mais une question que plein de gens peuvent se poser. Je Bout d'enfer a été pour moi, comme d'autres films et pour, j'imagine, plein de gens, un film important dans ma vie. Vous voyez, Deer Hunter, mais pas important en tant qu'un objet d'histoire du cinéma. Ça, c'est pas très intéressant. Enfin, non, ça a été important comme pour la personne que je suis devenue. Ça fait partie de ces films. Il y en a beaucoup qui m'ont fabriqué en tant qu'individu. Hein, c'est pas uniquement un beau film d'histoire du cinéma sur lequel on va écrire dans des revues ou à l'université. Ça vaut pas grand-chose en bout de course. Non, c'est un film beaucoup plus important que ça. Et donc, je me pose la question, mais tous les gens qui étaient au moment de la séquence du mariage, qui étaient dans cette petite ville de Clairton, Pennsylvanie, mais qu'est-ce qu'ils sont devenus? Alors, De Niro, Meryl Streep, Walken, Savage, je sais à peu près, ils sont toujours vivants, ils continuent à faire des films, etc. Mais tous les autres, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Est-ce qu'ils existent encore? Est-ce qu'ils sont encore vivants? Est-ce qu'ils se souviennent de ce qui s'est passé? Et en fait, et là, je pense que l'étincelle, en fait, surgit. C'est-à-dire que j'ai l'intuition, et après, je dirais que je le conceptualiserai de façon un peu plus chiante, mais j'ai l'intuition que c'est comme ça que le film va exister, que là, il y a un film. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, et c'est là que je commence à mener ma petite enquête. Et puis, d'abord, je me rends compte qu'il n'y a pas de Clairton en Pennsylvanie. Ça n'existe pas. Et que voilà, que le film a été tourné dans un petit bled, dans le trou du cul de l'Amérique qui s'appelle Mingo Junction, au bord de l'Ohio River, tout en haut.
à 200 bornes de Cleveland. Et voilà, c'est là que ça a été en grande partie tourné, que les séquences de l'église ont été tournées à Cleveland et que la séquence de la chasse est à l'autre bout des États-Unis, dans le Washington State. Donc Cimino, comme très souvent au cinéma, a fabriqué un lieu unique à partir d'une topographie imaginaire, quoi. Et donc je contacte les gens de Mingo Junction, de ce petit bled, voilà, tout simplement. Et alors moi je suis un membre de beaucoup d'associations américaines. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Peut-être parce que j'ai produit Tocqueville. Et donc, je sais que l'association, c'est important aux États-Unis. Donc, par exemple, je suis membre du club des Dodge Challenger 70. Voilà. Vous allez me dire pourquoi. Parce que Vanishing Point, c'est Charles Saracen. Et voilà. Voilà. Et que j'avais rencontré et qu'à l'époque, j'avais même remis dans une Dodge Challenger 70, voiture qu'il n'avait pas revue depuis 71 à la date de la sortie du film. Bref. Et donc, je me dis, il faut que je trouve l'association de Mingo Junction. Il y a forcément, dans cette petite ville de 3-4 000 habitants, devenue quasiment une ville fantôme, en partie fantôme, ce qui est le cas de beaucoup de villes américaines, il y a forcément une association, l'amicale des gens de Mingo Junction. Et je parviens à les contacter et je tombe sur le premier qui me répond, c'est celui dans le film qui s'appelle Jim Frayling, qui a le t-shirt Top Gun. Oui. Et c'est lui. Et là, absolument adorable, accueillant, et qui me dit ah oui, je lui dis c'est bien chez vous qui a été tourné à Je vous de l'enfer. Il me dit évidemment. Est-ce que vous vous en souvenez? Et je comprends que pour eux, c'est un moment mythologique de la ville. C'est vraiment un moment fondateur qui correspond d'ailleurs à un moment de l'âge d'or de la ville, presque de leur enfance ou de leur moment où ils étaient des jeunes adultes, et que pour eux, Je vous de l'enfer, c'est une histoire qu'on se transmet, le tournage, hein, de presque de père en fils, quoi. Et quand je l'appelle, j'ai le sentiment que je vais malgré moi réactiver le récit mythique de ce moment de la ville, hein. Parce que vous imaginez qu'à Mingo Junction, c'est pas Los Angeles, New York ou Boston, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de caméra, personne ne passe jamais, etc. Et le hasard veut que Jim, à ce moment-là, on se parle plusieurs fois, il est un peu loin, hein, par FaceTime ou comme on est en train de faire là en ce moment. Et sa fille est installé en Californie. Il a sa fille très régulièrement au téléphone. Il dit, tu sais, il y a un French producer, parce qu'il ne fait pas trop la différence. Et il y a un French producer qui vient nous appeler, qui aimerait bien venir à Mingo Junction, faire un film sur Cimino, mais il ne se souvient pas trop du nom, mais sur nous et la communauté, et voilà, Je vous de l'enfer. Et sa fille, Jim, lui dit, ah, mais je vois très bien qui est ce type-là, il a fait un film que j'ai vu qui s'appelle We Blew It. Ce qui est phénoménal. Elle envoie le film à son père. Et Jim voit le film et il me rappelle avec le We Blew It qui diffuse derrière lui et il me dit la musique c'est formidable et il commente We Blew It, ce type de l'Ohio, ancien ouvrier de la sidérurgie, il commente We Blew It avec moi. Voilà. Et je lui dis c'est très bien Jim que vous voyez ça parce que vous voyez à peu près à quelle sauce vous allez être mangé. Voilà, ça sera à peu près bon. Et c'est comme ça que ça se fait. Et à partir du moment où je suis en contact avec ces gens-là qui vont m'ouvrir les portes, qui vont faire que le film va se faire, en réalité. Ça a été la raison pour laquelle j'ai fait le film. La vraie raison, ça a été d'aller voir cette communauté, de passer du temps avec eux. Et, alors après, je pourrais en parler des heures parce que le titre original du film, c'est pas Michael Cimino, Un mirage américain, qui est venu, qui me plaisait, mais le nom de Michael Cimino, en fait, je voulais même pas qu'il apparaisse dans le titre. Le vrai titre, c'était Les Daims de Mingo Junction, le titre original du film. Et dans ma tête, c'est toujours ça d'ailleurs. Mais bon, pour des raisons que vous imaginez, à la fois de distribution, de référencement, Les Daims de Mingo Junction, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Mais c'est quand même ça. Et je me suis dit, voilà, je vais faire un film qui sera moins sur Michael Cimino, ou en tout cas un film dont Michael Cimino est moins le sujet que la focale. Voilà, c'est ça pour moi ma porte d'entrée. Et donc j'avais presque envie que le film s'ouvre avec une séquence, c'est le cas, de 40-45 minutes, au cours de laquelle le nom de Cimino n'est pas prononcé. Et j'avais presque envie qu'on oublie au bout d'une demi-heure qu'on était venu voir un film sur Michael Cimino. Non, on aime ces gens-là, on les connaît, on a envie de passer du temps avec eux, on a envie de vivre avec cette Amérique-là. Et à un moment arrive Michael Cimino. Et moi, c'est ça qui m'intéressait, c'est que Cimino est la conséquence, mais il se révèle, presque au sens photographique du terme, de l'Amérique elle-même, de cette Amérique-là. Et je me suis dit, la meilleure façon de parler de Michael Cimino, c'est précisément de ne pas en parler.
mais c'est de faire ça. Et ça, à mon avis, j'avais le sentiment de faire un geste totalement chimilien et d'être beaucoup plus proche de l'esprit de Michael Cimino que si j'avais fait un film plus classique sur il est né, il est mort, il a fait ça, etc., qui, après 15 ans de travail sur lui, m'intéresse plus beaucoup, ça a déjà été écrit, donc c'est pas la peine de le refaire. Par contre, je me suis dit, non, là, si je veux être fidèle à Cimino, il faut être fidèle à sa façon qu'il avait d'aborder les choses. Vous savez, quand il disait, il le répète dans le film, la séquence de la roulette russe est une grande séquence, non pas parce qu'elle est bien réalisée, bien montée, bien jouée, oui, bien sûr, mais c'est une grande séquence parce qu'auparavant, on a passé 1 heure avec ces gens-là et on a appris à les aimer. Et le cinéma, il vient après. Et là, il réalise toute sa puissance. Et je me suis dit, c'est exactement ça qu'il faut faire. C'est vraiment, et ça, on revient à la question que vous me posiez au début, dont on parlait sur le rapport entre le cinéma américain et l'Amérique. L'un conduit à l'autre. Les deux vont en même temps. Et donc, parler du cinéma américain et parler de Michael Cimino, c'est d'abord parler, de certaine manière, de son Amérique. Et il se trouve que peut-être que l'accointance que moi j'avais avec Michael Cimino comme avec d'autres cinéastes, c'est que je pense que je comprenais intimement son espèce de rapport à ce fantasme d'Amérique. Parce que lui, c'est un fantasme d'Amérique qui vient de la part d'un homme élevé sur la côte Est, plutôt raffiné, cultivé, etc., qui a fantasmé une Americana, comme le dit Stone, l'Amérique c'est Sid Allumette, mais lui il voulait croire que c'était John Ford. Et moi je viens du vieux monde, comme vous, voilà, on est là à Paris, on est dans l'ancien monde, et donc je ne serai jamais américain. Je serai toujours celui qui regarde l'Amérique, qui a un rapport transatlantique avec l'Amérique. Et donc, je suis aussi celui qui a un rapport avec un mirage d'Amérique, de la même manière. C'est-à-dire que je pourrais passer 10-15 ans aux États-Unis, je ne serais pas américain. Et moi, je pense que cette distance-là, il faut au contraire la conserver. Vous voyez, c'est un de mes livres de chevet, c'est Amérique de Jean Baudrillard. Quand vous écrivez, vous voyez, j'en parle, vous avez vu, il est toujours dans les parages. Quand vous lisez Amérique de Jean Baudrillard, c'est phénoménal parce que la clairvoyance de Baudrillard sur l'Amérique, son analyse de l'Amérique ne peut exister que parce que c'est Jean Baudrillard et que parce qu'il n'est pas américain. À l'époque, lorsqu'il écrit le livre, les Américains se disent mais qu'est-ce que vous racontez? Notre pays, c'est pas ça, c'est beaucoup plus simple, etc. Et il trouve la vérité de l'Amérique dans cette distance, évidemment. Vous savez, il faut toujours un peu s'éloigner pour voir. Et donc, je pense que, pardon pour cette réponse un peu longue, mais je pense que ça a été ça, si vous voulez, le point d'entrée, grosso modo, dans le film. Et là, je me suis dit, là, je tiens un film, véritablement. Mais il m'a fallu un peu de temps, tout simplement. Et puis, il a fallu le concours des gens de cette communauté qui ont été absolument adorables. Nous, quand on est arrivé là-bas, on avait le sentiment que c'est un peu comme c'est un peu comme Dallas aujourd'hui et 63, quoi. On avait le sentiment que la ville replongeait dans son passé glorieux et en même temps était contemporaine d'elle-même. Et tout le monde nous a aidés, s'est mis en mouvement, ça a été une effervescence incroyable, des radios, des télés locales, et même au bout d'un moment, ils avaient le sentiment que on faisait un film sur eux-mêmes. Vous voyez, c'était à la fin, ils parlaient du film aux autres, ils font un film sur nous. Hein, il y en a même un qui dit ils vont faire de moi une star, quelque chose comme ça. Donc, je crois que c'est le mécanicien. C'est Diomedi, un type absolument adorable, qui d'ailleurs quelqu'un qui s'est révélé pour moi au moment des Rushs, que j'avais vu avec plein d'autres, etc. Mais je ne m'étais pas rendu compte de sa puissance avant de revenir à Paris et de voir les Rushs. Et en voyant Aurine comme ça pendant des heures et des heures et des heures, je me suis dit, mais il est extraordinaire. Ce personnage est extraordinaire, vraiment. Cette espèce de simplicité. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut dire quand même, c'est que tous ces gens-là, vous imaginez bien que ce n'est pas des gens qui passent leur temps à être filmés, on n'est pas à Los Angeles. Donc, voir débarquer des gens avec des Alexa, du matériel, etc., c'est nouveau pour eux, enfin, c'est un peu intimidant. C'est qu'en fait, ces gens-là, donc ils ne sont pas habitués à ce que la lumière soit sur eux. Et ce qui est le plus émouvant, et en fait est le plus beau et quand même est le plus frappant, voire triste au début, c'est que ce sont des gens
Mais ça, c'est vrai aux États-Unis, comme c'est vrai en France, comme c'est vrai partout. Vous savez, la lutte des classes, elle existe. Hein. C'est des gens qui ont intériorisé une sorte de, finalement, de complexe de classe. C'est des gens qui ont intériorisé l'idée que, en fait, ce qu'ils avaient à dire ou ce qu'ils pensaient ne valait pas grand-chose. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que quand vous allez voir Stone, Tarantino, voilà, je veux dire, on appartient à une classe de gens qui ne se posent pas cette question-là. On a par moments presque cette espèce d'outrecuidance, cette arrogance de penser que dès qu'on parle, c'est intéressant. Voilà. On est né dans des milieux, en tout cas moi, dans un milieu favorisé à Paris, culturellement, etc. Je ne me pose pas toute la question de la journée de me dire, mais est-ce que quand je suis en train de vous parler, c'est intéressant? Bah, je me lance, quoi. Mais non, il y a des gens, et là, dans cette communauté de Mingo Junction, où ils ont le sentiment, et je vais mettre du temps à les convaincre, il faut passer du temps avec eux, que je leur explique ce que je veux faire, de gagner leur confiance, mais surtout qu'ils comprennent que, comme dirait l'autre, on filme à hauteur d'homme, et qu'ils s'appellent Cathy Freiling, Orin Diomedi, Oliver Stone. Voilà, on parlait de Ford, démocratisme fordien. Tout le monde a la même place à la table, c'est absolument capital. Mais eux ont l'idée que, en fait, ils méritent pas d'être là. Ce qu'ils vont me dire, c'est pas intéressant et que ça vaut pas le coup que je les filme. Ils m'aiment beaucoup, ils adorent l'équipe, on passe du temps ensemble, ils trouvent le projet formidable, ils nous aident, etc. Mais arrive le moment de vérité où je vais les filmer, donc en train de faire ce qu'ils font, en leur posant des questions ou autres. Et là, il y a une sorte de complexe de classe qui revient. Il me dit, Jean-Baptiste, c'est pas intéressant ce qu'on a à dire nous. Je trouve ça phénoménal. Il y a tellement de gens qui se croient intéressants, qui disent des trucs qui n'ont aucun intérêt. De l'autre point de vue, avoir des gens qui vont dire ce qu'ils vont dire, toucher une vérité, me dire des choses que je trouve très profondes, qui vont expliquer tellement bien ce qu'est le cinéma de Michael Cimino sans savoir ce que c'est que la diégèse, le hors-champ ou Murnau, c'est exceptionnel. Et donc, on va mettre du temps à ce qu'il gagne cette confiance-là. Cathy Freiling, par exemple, la femme de Jim qui est avec son de pullover rouge, il a fallu du temps avant qu'elle ose parler, parce que pour elle, sa parole n'avait pas de valeur. Et à la fin, c'est eux, me semble-t-il, qui me parlent le mieux du cinéma de Cimino. Il y a les professionnels comme Stone, Toback, c'est passionnant ce qu'ils me racontent, mais je vois bien que quand ces gens me disent, quand Jim me dit, mais moi quand je pense à Voyage au bout de l'enfer, je pense à mon pote ouvrier qui est mort. Ouais. Là, il touche la vérité de ce que c'est que le Voyage au bout de l'enfer. Voyage au bout de l'enfer, c'est un grand film épique et c'est un home movie. Et la force des films, c'est que ça a intégré votre vie. Et donc, quand il pense à Voyage au bout de l'enfer, il ne pense pas à un grand film de l'histoire du cinéma. Ce qui est en fait est à la fois énorme et pas grand-chose. Hein. Il se dit, bah, voilà, quand je pense à Voyage au bout de l'enfer, je pense à ma vie. C'est-à-dire que Voyage au bout de l'enfer est devenu tellement capital qu'il est constitutif, l'un renvoie à l'autre. Et là, je me dis que je touche le cœur du cinéma de Michael Cimino. Parce que Deer Hunter, c'est quoi? C'est à la fois un grand film, évidemment, épique, une grande fresque, et un home movie et un film de famille. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est... or, moi, j'avais écrit dans le livre ça, en me disant, voilà, c'est un film de famille, mais je l'avais écrit d'un point de vue presque théorique, en essayant d'expliquer avec des mots de critique ou d'historien de cinéma pourquoi c'est un home movie. Mais c'est une chose de l'écrire, et c'est une chose, c'en est une autre que des gens presque incarnent cette réalité-là. Vous voyez? Et pour ces gens-là, Voyage au bout de l'enfer, oui, alors c'est un film hollywoodien, 5 Oscars, mais c'est très loin cette planète-là. Par contre, c'est leur film de famille. Et quand ils veulent parler d'eux-mêmes, de la communauté, de leur passé, de ce qui s'est passé, ils regardent Voyage au bout de l'enfer. Donc quand ils voient Voyage au bout de l'enfer, ils ne voient pas le même film que moi, ni que vous. Ils voient le grand-père, ils reconnaissent un endroit, ils se souviennent, ils ont des souvenirs, et il y a toute leur vie et la vie de l'Amérique de l'époque qui ressurgit. C'est pour ça que moi, j'ai tenu, par exemple, à ce que la projection du film Voyage au bout de l'enfer, j'avais deux solutions. Ou bien, je leur projette Voyage au bout de l'enfer selon mon propre point de vue, à savoir, c'est un film de cinéma qui doit être vu dans une salle de cinéma. Donc, vous savez, dans le territoire américain, les salles de cinéma, à part les grandes villes, vous devez en faire des miles avant de trouver une salle de cinéma. Donc, Mingo Junction, Steubenville, dans toute cette zone-là, il n'y a pas de salle de cinéma. Donc, ma solution aurait été, on avait un énorme budget, on loue 2-3 bus, je prends les habitants de Mingo Junction, ceux que vous voyez là,
et puis on fait 200 km, on s'installe dans un cinéma de Cleveland. Et là, je leur projette le film. Mais ça aurait été une erreur, vous comprenez, de mise en scène et de tout. C'est-à-dire que l'écrin de Voyage au bout de l'enfer pour eux, c'est l'écrin d'un film Super 8. Donc je me suis dit, je vais en projetant Deer Hunter, film monumental, comme un film Super 8, en fait, je dis la vérité de Deer Hunter. Beaucoup plus que si je l'avais mis dans un écrin, je dirais, plus bourgeois, plus aristocrate, qui aurait été celui de la salle de cinéma. Non. Et donc, on a dressé le drap. Et d'ailleurs, quand le film commence, de façon très artisanale, hein, on a dans l'arrière-salle d'un bar tenu par le maire, un bassiste d'un groupe de rock d'une ville d'à côté est venu nous installer la sono. Ouais, c'était vraiment, vous voyez même des bords. Enfin, dire, je suis pas en train de me dire est-ce que Deer Hunter est en 4K et est-ce que le Dolby Surround est bon. Ça, c'est vraiment des questions. Non, je me dis par contre, je vais projeter le film comme eux l'ont vu et comme moi, et comme je crois qu'en réalité Deer Hunter est. Le paradoxe de Deer Hunter, c'est que c'est un film monumental, mais en fait, c'est un home movie. Voilà. Et donc, lorsque le film commence, eux-mêmes jouent cette carte, presque finalement ce home movie-là. Oui, quand le film commence, on l'a raté le début parce qu'on se bécotait avec nos copines dans les balcons. Et à la fin, ils trinquent. Et quand je vois ces gens-là trinquer, hein, cette fameuse fin très célèbre de Voyage au bout de l'enfer, où ils trinquent à Nick Walken, dont ils viennent d'enterrer. Et là, d'un seul coup, la frontière entre le film, l'Amérique, Voyage au bout de l'enfer, le home movie, cette communauté s'estompe complètement. Et là, le cinéma, comme dirait Deleuze, réalise sa puissance. Voilà. Et le cinéma de Cimino réalise sa puissance. Donc, vous comprenez, c'est-à-dire qu'on se retrouve à un moment, a priori, très éloigné de Michael Cimino et jamais aussi proche. Et d'ailleurs, un des spectateurs de la salle trinque avec les personnages du film. Il lève sa bouteille comme ça par deux fois, je crois. Le film, c'est ça. C'est effectivement ça. Une belle première partie où vous parlez avec cette communauté. Puis ensuite, vous les avez évoqués, certains cinéastes comme Tarantino, comme Oliver Stone, des gens soit qui ont travaillé avec Michael Cimino, ou alors des gens qui connaissent le cinéma de Michael Cimino. Et puis surtout, il y a en plus des endroits où vous allez filmer, parce que là ont été tournés La Porte du Paradis, ou alors Voyage au bout de l'enfer, ou Le Canard d'Or, tout ça. Il y a aussi autre chose qui est très important, qu'on n'a pas encore dit, mais qu'il faut dire, c'est qu'il y a la voix de Michael Cimino. Ces territoires, ces traces silencieuses, ces traces, vous qui êtes là et qui filmez tout cela avec la voix d'outre-tombe de Michael Cimino, c'est vraiment un geste fordien. Vous êtes très gentil, évidemment, très fordien. Je m'en vais. Si la conversation s'arrête sur c'est très fordien, je suis très content. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, si vous voulez, après, c'est des choses qui sont des choses personnelles. C'est-à-dire que pour moi, l'Amérique, mais en règle générale, moi, je suis très sensible à la question des espaces, des paysages ou des lieux habités. Vous savez, à cette idée que aux États-Unis, l'espace, c'est du temps. Voilà. Quand vous faites un voyage dans l'espace, vous faites un voyage dans le temps. J'avais fait avec Bernard Benoliel un livre sur le road movie qui était intégralement, on pourrait dire, structuré autour de cette idée-là. Ce qui n'est pas forcément... c'est pour ça que le road movie a quelque chose presque de profondément américain. Et j'ai presque envie de dire ne peut être qu'américain. Parce que ce rapport entre l'espace et le temps. Bon, ça serait très long d'en parler, mais voilà, disons qu'il y a cette idée. C'est-à-dire que prendre la route aux États-Unis, c'est se déplacer dans un espace, évidemment, très vaste, très grand, mais c'est presque surtout se déplacer dans le temps. Autrement dit, quand on prend la route aux États-Unis, on va vers les morts. Ça veut dire qu'on va vers le passé. Et on retourne. On va vers d'autres strates de l'histoire, que ce soit l'histoire politique, l'histoire cinématographique, l'histoire personnelle, familiale, peu importe. Et le territoire américain est un territoire qui est hanté. Moi, je pense que ce film-là est un film de fantômes, tout simplement. Mais les fantômes, c'est à la fois Michael Cimino qui parle, qui est mort maintenant, mais qui est bien plus présent qu'un vivant. Je tenais à ce qu'il n'y ait pas d'image d'archive à part une seule de lui. Hein. Vous savez, c'était, je crois que c'est Pascal Bonitzer qui écrivait le cadre cinématographique est hanté parce qu'il ne s'y trouve pas. Et je pense que Cimino est 10 fois plus présent en étant absent à l'image, mais présent d'un point de vue sonore, côté Mabuse, que si je l'avais montré lui.
évidemment. Donc, c'est un compagnon de route, mais qui est ni mort ni vivant. C'est une sorte de fantôme, effectivement, qui nous guide. Et puis, cette idée que c'est un peu ce qu'on se racontait au début, à savoir que l'espace américain est rempli de son histoire, et y compris de l'histoire des films eux-mêmes. C'est-à-dire que vous retournez sur des lieux de tournage, quand on retourne dans le lac, aux abords du lac de la Porte du Paradis, qui est donc dans le East Glacier National Park, quelque part dans le Montana. D'abord, moi, je tenais à ce que le voyage soit hivernal. J'avais envie que le voyage se fasse en hiver. Hein. D'ailleurs, ça me fait penser à autre chose. Je fais une micro-parenthèse. On parlait de Richard Sarafian tout à l'heure, cinéaste que j'ai un peu connu, avec lequel j'ai passé du temps à Los Angeles, mais heureusement qui est mort trop jeune. Et donc l'homme qui a fait Vanishing Point, Cat Dancing, Mind the Wilderness, Le Lit Madonna, etc. Cinéaste important, complètement oublié aujourd'hui, quasiment. Mais un jour, il reviendra, comme tous les autres. Et donc, à l'époque, je vais le voir à Los Angeles, et puis il vivait, donc il tournait plus depuis très très longtemps. Il vivait un peu chichement dans une petite baraque comme ça à Los Angeles, à Brentwood Village. Et donc, je l'avais appelé un jour en lui disant, j'aimerais bien venir vous voir. Et il m'avait dit, mais si vous voulez, vous êtes qui? Vous connaissez mes films? Je lui ai dit, bah oui, j'aime bien vos films, etc. Et il m'avait dit, je lui avais dit, question classique, est-ce que vous avez un peu de temps à me consacrer? Il avait ri avec sa voix caverneuse. Il avait ri, il m'avait dit, mais vous savez, j'ai tout le temps depuis 20 ans, vous faites tout le temps que vous voulez, je ne fais plus rien. Et donc j'étais allé le voir. Et j'avais le projet avec lui à l'époque, qui m'avait servi quand j'ai fait We Blue It et qui a quand même infusé dans ma tête pendant très très longtemps. Je lui avais dit, écoutez, je lui avais donné une carte des États-Unis. Je lui avais dit, redessinez-moi le trajet de Vanishing Point que vous avez fait. Exactement. Hein, de Denver à Los Angeles. Et donc, il avait quelque chose, objet que j'ai toujours chez moi d'ailleurs, comme une sorte de fétiche. Il m'avait dessiné le trajet de Denver à Los Angeles qu'il avait fait pour le film et pour le tournage. Et je lui avais dit, écoutez, est-ce que ça vous dirait qu'on fasse un documentaire? Je trouve une Dodge Challenger 70, je vous mets dedans, et on fait le trajet de Vanishing Point, mais à l'envers et en hiver. Ah ben, il dit formidable, je suis d'accord, etc. Et malheureusement, il avait des problèmes physiques, et puis voilà, le temps a passé, le temps que je m'organise, il est décédé. Mais donc, cette idée de la saison, elle était aussi importante, y compris pour la Porte du Paradis, lorsqu'on va vers ce lac qui, évidemment, est à la fois le même et méconnaissable. On est 40 ans plus tard, on est en plein hiver au mois de février, il n'y a absolument personne, on est nulle part. Vous imaginez bien que c'est un endroit qui s'appelle Two Medicine Lake, à East Glacier, il n'y a absolument personne à part de la neige et des ours. Hein. D'ailleurs, c'est ce que nous a dit un Texas Ranger. Il nous a dit, vous savez, faites attention aux ours. Alors moi, bon, faites attention aux ours, qu'est-ce qu'on peut faire? Attention aux ours, bah, on espère que la chance sera là, quoi. Donc, on va quand même descendre vers le lac. Et cet endroit-là, le fantôme de Cimino est là. Le fantôme de Heaven's Gate est là. Il suffit de poser sa caméra, alors peut-être d'y croire un peu, moi j'y croyais, et le film était là. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il y a la musique qui apparaît, la tempête de neige, les critiques de l'époque qui deviennent une rumeur qu'on balaye d'un coup de vent. C'était vraiment ça que je voulais faire. Alors que, vous voyez, je pense qu'un documentaire télé plus classique sur Cimino aurait traité l'épisode Heaven's Gate, catastrophe financière. C'est tellement pas grand-chose en réalité. En plus, je pense que c'est en partie faux. C'est l'histoire officielle, mais c'est pas vrai. Mais peu importe. Et alors que là, j'ai adoré quand Tarantino dit, et il le dit presque pour moi d'une certaine manière, on va pas se mettre à parler de la chute de la UA, des 40 millions de dollars, des 3 millions, de la chute de Cimino, ça n'a aucun intérêt aujourd'hui. Enfin, Cimino, et donc on a ce moment, vous savez, Cimino disait souvent que quand vous aimez l'espace et la nature américaine, il lui avait un rapport extrêmement fort au paysage, et il le répète dans le film, que je trouvais d'ailleurs pour beaucoup de cinéastes des leçons formidables. Moi, j'ai beaucoup écouté ça. Cette idée que faire du cinéma, c'est aussi mettre des gens, des individus dans un espace. Voilà. Et il y a tellement de films aujourd'hui, on a le sentiment que les cinéastes n'arrivent pas à mettre les individus, les personnages dans un espace. Hein. Ils pourraient être dans n'importe quel espace, ça ne change rien à ce qui se raconte, à l'action, etc. Dans les films de Michael Cimino,
l'espace est un personnage. Hein, il ne se passe pas la même chose en fonction de, je sais pas, du paysage qu'on a. Est-ce qu'on est dans Monument de Vallée, Yavapai, peu importe. Et donc, ce moment en fait de ce rapport au paysage, et il le dit lui-même pendant le voyage, combien de fois il a commenté les endroits par lesquels on passait, d'un endroit qu'il détestait, qui était Las Vegas Boulevard, sur lequel voilà, pendant 2 heures, il m'avait fait à l'époque un commentaire quand on traversait ensemble le strip de Las Vegas. Je trouvais que c'était absolument horrible, atroce d'un point de vue architectural, etc. Et en même temps, la beauté de certains endroits, comme le Montana, ou quand il parle de la courbure du ciel, vous voyez. Ouais. Il disait, mais quand on aime l'espace américain, quand on aime cette nature-là, hein, qui n'est pas de la campagne, hein, c'est une phrase que j'adore de Baudrillard, on ne peut pas comparer la puissance métaphysique de l'espace américain par rapport à la dimension pittoresque de la campagne européenne. Hein. Et il dit, quand on aime ça, un jour la nature vous le rend. Et il citait souvent cet exemple de Voyage au bout de l'enfer, je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsque la brume arrive sur les montagnes un matin, c'est quelque chose qui n'est pas du tout prévu, Cimino se réveille, voit la brume qui est en train de tomber comme ça sur les montagnes, il réveille De Niro, lui dit, tu mets ta parka, tu prends ton fusil et tu vas marcher. Et il va filmer, qui est devenu un des plus beaux plans du film, avec le reflet de Robert De Niro dans cette espèce de lac. Et Cimino disait, ça c'est un cadeau que m'a fait la montagne américaine à ce moment-là. Parce que la montagne, c'est son côté mystique, hein. Et moi j'ai un rapport très mystique aux choses quand même. Et parce que la montagne a vu que je la respectais, comme Ford a aimé Monument de Vallée, et Monument de Vallée lui a rendu. Et moi je me dis, à ce moment-là, lorsqu'on arrive à Medicine Lake dans le East Glacier, on est évidemment dans un espèce de silence total, ce qui n'arrive quasiment plus jamais dans le monde d'aujourd'hui, le vrai silence intégral, hein. Et à ce moment-là, la tempête se lève. Et je me dis qu'à ce moment-là, on a le cadeau de la nature. Parce que c'est exactement ce qu'il fallait. Hein. La tempête qui va balayer les propos dont tout le monde se fout maintenant, critiques, les commentaires de l'époque sur la porte du paradis, toutes ces petites discussions. La tempête les balaye. Et ça, c'est un vrai cadeau à ce moment-là. Il y a un moment dans le film où, parce que vous évoquiez qu'aujourd'hui c'est très compliqué de voir des cinéastes qui prennent le temps ou l'envie aussi de placer des personnages, des acteurs dans des espaces. Il y a un très 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 beau moment, je vous avouerai très bouleversant et très émouvant aussi me concernant, c'est lorsqu'on voit ce corps vieillissant de John Savage qui joue dans Voyage au bout de l'enfer et qui se retrouve, je pense, chez lui, et il y a cette musique qu'il entend, je pense, j'imagine, et la manière comment il reçoit cette musique, c'est un très très beau moment de cinéma en tout cas, et voilà, oui, il y a des petits moments comme ça. Écoutez, merci. Et parce qu'en fait, alors pour le coup, après que j'ai eu Mingo Junction, ce déclic-là, c'est par cette séquence que j'ai écrit le film. Exactement. D'accord. Alors pour le coup, séquence fantasmée depuis le bureau là où vous me voyez. Je me suis dit, John Savage est toujours vivant, je vais le contacter et voilà ce que je lui ai demandé de faire. Voilà, c'est vraiment par là que ça s'est écrit. Et après, on a fait un entretien avec Savage, dont on a gardé quelques petites choses, mais c'est pas ce qui m'intéressait le plus. Et au moment où on a tourné ça, alors c'est un faux lieu parce qu'on croit qu'on est encore à Mingo Junction alors qu'on est en Californie. On est à Laurel Canyon. Lui est venu d'ailleurs, drôle de coïncidence, avec quasiment la veste qu'il avait à l'époque de voyage. Il arrive, il a la tenue du militaire. Et je ne lui ai pas du tout demandé. Hein. Il vient et donc on discute, on fait l'entretien. Il a très peu vieilli, avec en même temps le côté vieillard, mais en même temps assez juvénile encore. Et je lui dis, John, vous allez descendre dans cet endroit-là, vous ne rentrez pas encore, vous le découvrez quand vous allez descendre, il va se passer quelque chose. La seule chose que je vous demande, il y en a deux, c'est vous ne regardez pas la caméra et vous déplacez de ce point-là à ce point-là. Et donc, la première prise doit être la bonne. Parce que si je n'ai pas la surprise de Savage, il va se mettre à jouer, c'est fini. Hein, il n'y a pas de deuxième fois possible. Et donc, il est descendu, il découvre le lieu, et tout ce que vous voyez, c'est la première prise. Il découvre le lieu, je lui mets la musique de Voyage au bout de l'enfer, qui a pour moi une puissance d'évocation énorme, et j'ai envie de voir, tout simplement, je fais le pari qu'il va se passer quelque chose. Peut-être que j'aurais pu me planter complètement, il ne se passe rien. Et là, cette espèce de grand moment, on pourrait dire, où il passe par tous les états, à la fois me fait le lien avec Mingo Junction,
puisque c'est quand même la séquence qui fait qu'on va passer de Migo Junction à Chimino de façon plus précise. Et c'est le moment où il passe par tous les états, où on ne sait plus s'il est dans le présent, dans le passé, il se souvient, etc. Et il a été fabuleux, hein, John Savage, enfin exceptionnel. Et puis la première phrase qu'il dit, qui est vraiment une phrase qu'auraient pu dire les gens de Migo Junction, comme quoi, il dit, mais quand mon père a vu ce film, il ne m'a pas parlé pendant 6 mois. Il m'a serré la main. Il m'a serré la main et il ne m'a pas parlé pendant 5 mois. C'est incroyable cette phrase. Mais vous voyez, c'est intéressant parce que même John Savage, j'avais pas envie de le faire parler du comment j'ai joué, les éternelles anecdotes avec De Niro, tout ça c'est du supplément DVD. Vous voyez, c'est du doc. Ouais, je comprends. Hein. Par contre, Savage, qui 40 ans plus tard me dit, et je comprendrai au cours de l'entretien que pour lui, Voyage au bout de l'enfer, c'est un film de famille aussi. Et ce film de famille, c'est un rapport complexe avec son père. Il ne m'a parlé que de son père, quasiment pendant l'entretien. Son père, Guadalcanal, la guerre, la Corée, comment je suis un fils par rapport à ce père-là, et on comprend tout. Hein, et on voit que quand Savage va tourner Voyage au bout de l'enfer, il y a quelque chose qui se joue de sa vie personnelle, qui apparaît, qui n'est pas du tout dans le script en réalité. Et je me suis dit, Savage aussi, pour lui, c'est une sorte de home movie, comme on peut penser d'ailleurs que pour Meryl Streep, que j'avais contacté, qui a refusé d'être dans le film, que pour elle, c'est aussi un home movie douloureux, puisqu'à l'époque, elle est la compagne de John Cazale, et que John Cazale se meurt sur le tournage, enfin, vous connaissez l'histoire, et que Cazale va mourir avant la sortie de Voyage. Et peut-être que Meryl Streep ne peut plus regarder Voyage au bout de l'enfer, parce que pour elle, c'est un home movie de son rapport à cet homme-là, qui a été son compagnon avant d'être un acteur, qui a un rapport trop douloureux, tout simplement. Et la transition pour moi entre tous était importante, puisque je voulais que ces gens dits connus, en fait, se mêlent aux gens de Mingo Junction. Ce qui fait que l'arrivée de la voix de Stone, de Tarantino, l'arrivée de Savage qui marche, on pense à un moment donné qu'il va lui aussi se rendre dans la salle de projection. Parce que beaucoup de gens ne l'ont pas reconnu immédiatement en réalité, quand il apparaît la première fois en train de marcher dans la rue. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais je pense qu'il faudrait qu'on s'arrête là. Et maintenant, il faut aller voir le film. Et le film s'appelle Un mirage américain, Michael Cimino, Un mirage américain. J'ai oublié quand même de remercier Stéphane Ribola pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Allez voir ce film, c'est vraiment passionnant. Et aussi, parce que je pense que c'est important aussi de le souligner, il y a le film, mais 10 ans avant, il y a eu ce bouquin qui s'appelle Michael Cimino, Les voix perdues de l'Amérique, qui est encore disponible, édité chez Flammarion. Si vous avez accès, n'hésitez pas. Oui. Il n'est plus disponible, ce livre. Sinon en Kindle, mais personne ne lit en Kindle, en tout cas pas moi. Et il va être réédité normalement par Flammarion avant l'été dans un format dans la collection Champ-Art. Donc plus usuel et moins cher. Donc voilà, il arrivera normalement à nouveau disponible dans quelques semaines, quoi. Eh ben, je suis très content d'en avoir parlé, comme ça vous avez précisé cette petite erreur que j'ai commise, mais c'est très bien. Voilà, maintenant on en sait davantage. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de nous raconter un petit peu tout ça, votre histoire, et c'était vraiment assez passionnant. À très vite. C'est un plaisir, merci beaucoup. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.